Hello YouTube, on se retrouve lors de ce live événement du Maratriche parce que c'est la première année de partenariat sur Twitch et j'ai décidé de commencer ce matin avec une foire aux questions. J'avoue, ça fait déjà 45 minutes qu'on papote. Mais bon, j'ai décidé de commencer avec une foire aux questions. Je vous ai demandé de m'envoyer des questions sur YouTube, sur Instagram et sur Discord. Donc j'en ai reçu pas mal, je vais pas vous mentir. C'est marrant comme il y en a plein qui se regroupent. Mais vraiment, ils vous disent tous bonjour de toute évidence. Franchement, il y en a plusieurs qui se regroupent. Genre, tout le monde veut savoir certaines choses. C'est très drôle. C'est très drôle. Là, toutes les questions sont très intéressantes. J'ai tout noté. Je sais pas si vous voulez qu'on commence par le côté lecture ou le côté réseau et perso. Là, j'étais partie plutôt sur le côté réseau perso juste avant dans la papote. Parce que mon côté perso a beaucoup changé, mon côté réseau aussi. Je me dis peut-être le côté réseau, vu que c'est la première année de partenariat. Il y avait Mayela qui me demandait, alors j'ai pas noté tous les pseudos, je suis désolée, vous reconnaîtrez votre question je pense, qui me disait quel sentiment cela te procure de fêter cette première année de partenariat. Bah, je suis extrêmement contente et reconnaissante. Et en même temps, ça n'a pas changé grand-chose. Je suis extrêmement contente d'avoir eu cette reconnaissance de Twitch qui dit « Ouais, je suis partenaire Twitch », mais en fait, à part dire « Ouais, je suis partenaire Twitch » et d'avoir un petit V de vérifier sur Twitch, le partenariat ne sert strictement à rien. Tu ne gagnes pas plus, tu n'es pas plus reconnu. En fait, si, il sert à la TwitchCon, la convention de Twitch, où tu as accès à une salle VIP pour les partenaires. C'est tout. Donc en fait, ça te sert pendant 2 jours dans l'année à aller manger des gaufres, c'était ça à la TwitchCon Paris, aller manger des gaufres et boire des smoothies. Ça ne me sert à rien d'autre. Je pense que le partenariat est très important sur Twitch pour les gens qui font du gaming, parce que la plupart du temps, les gens qui font du gaming, en ce moment, les décrochent avec Twitch, avec leur stream Twitch, et du coup, niveau jeux vidéo, c'est là que tu vas décrocher des contrats parce que tu es partenaire, sur Twitch. Quand tu n'es pas partenaire, ils disent un peu moins oui. Ça leur sert beaucoup. Moi, comme je fais pas de partenariat jeux vidéo, bah je m'en fous. Et la plupart du temps, on se dit « Ah, quand t'es partenaire, tu gagnes plus de sous pour les subs. » Eh ben, pas du tout. Absolument pas. Tu gagnes 50-50 comme tous les affiliés. Donc vraiment, le partenariat, c'est juste une reconnaissance de Twitch qui dit « Ok, tu es un élément important et tu peux aider Twitch à grandir. » Mais grandir peut-être pour leur apporter des sous plus qu'autre chose. Mais à grandir quand même. Et c'est tout. Le partenariat ne sert qu'à ça. Donc oui, ça fait plaisir, ça fait excessivement plaisir d'être partenaire Twitch parce que t'as eu cette reconnaissance, etc. Mais au quotidien, ça ne change strictement rien. Rien du tout. T'es juste reconnu par Twitch comme un élément important de la commu Twitch. Tu as accès à des gaufres et des smoothies 2 jours par an. Et puis voilà, enfin après je vous dirai, je vais à la TwitchCon à Rotterdam en juin. Je vous emmènerai avec moi en vlog et tout ça, peut-être en live, on verra. Mais c'est tout. Là pour le coup c'est tout. La seule façon d'avoir plus de sous sur les abonnements, sur les subs, c'est de passer avec le 60-40 et du coup d'avoir 100 points sub pendant 3 mois et d'augmenter comme ça. En fait ça s'appelle le partenariat plus. Voilà, qui est maintenant aussi accessible aux affiliés, donc ça n'a plus aucun sens. Vraiment, il n'y a aucun avantage d'être partenaire, c'est juste pour ta reconnaissance personnelle, c'est tout. Ça sert à rien d'autre, voilà. Mais en vrai, je suis contente parce que ça fait une chance de plus de faire la fête, parce que en mars, on fête l'anniversaire de la chaîne Twitch, le moment où j'ai vraiment commencé à prendre Twitch, on va dire sérieusement, parce qu'avant je le faisais tranquillement à faire des Sims sans montrer ma tête, sans trop parler, sans rien. Je faisais du Twitch en sous-marin. Et à partir de mars 2022, ça fait 2 ans, en effet, on a repris un peu, enfin j'ai repris un peu beaucoup Twitch. Et du coup, en effet, on fête mars 2022, l'anniversaire de la chaîne, mai 2023, c'était le partenariat Twitch. Donc après, je suis super fière dans le sens où j'aime beaucoup, par exemple quand je suis allée à la TwitchCon rencontrer d'autres partenaires, on me dit « Ah mais qu'est-ce que tu fais toi sur tes streams ?» Parce que vibration littéraire, tu vois, ça fait pas très jeu vidéo. Et du coup, l'an dernier, j'avais pu justement leur dire « Bah moi, voilà, on parle livre et tout », enfin ça leur a ouvert toute une nouvelle communauté de Twitch, et ça aussi c'était intéressant. Ça aussi c'était intéressant, puis je suis assez fière que, en gros, en 1 an et 2 mois de Twitch, j'ai réussi à avoir le partenariat, là où certains en 5-6 ans n'y arrivent pas, donc je peux pas dire que je suis pas contente, c'est juste qu'en effet, au quotidien, ça change rien. Au quotidien, ça change rien. Alors, j'ai pas mis les pseudos, je suis désolée. On me demandait, es-tu fière de la communauté de la triche? Mais tellement, tellement. Moi, je suis... Enfin, c'est pas que je trichais.
mais au niveau des challenges et tout, j'ai toujours été celle qui se mettait pas la pression et qui en avait rien à faire de pas valider un challenge, parce que j'ai toujours trouvé ça idiot. De se mettre la pression pour un truc qui est censé être un loisir. Donc je vous invite à ne pas le faire. C'est moi qui ai inventé le concept de pioche à lire. Vous savez, tout ce qui est pioche à lire de mai, etc. sur YouTube, c'est moi qui en ai parlé en premier. Pourquoi ? Parce que je sais très bien, j'ai très bien compris depuis très longtemps, je suis sur YouTube depuis 2016, j'ai très bien compris depuis très longtemps que je ne lisais jamais mes piles à lire jusqu'au bout. Et je trouvais ça débile de parler d'une pile à lire, là où moi, maintenant, c'est une montagne à lire. Et du coup, je préférais parler d'une pioche à lire pour pouvoir piocher les livres qui me font envie. Je suis très fière de la communauté de la triche dans le sens où vous partez tous dans mon délire et vous me faites trop rire parce que parfois vous trichez bien plus que moi. Et ça c'est fou. Parfois, la plupart du temps, vous trouvez des moyens de tricher auxquels j'aurais même pas pensé. Je m'en souviens que j'étais la première. Mais c'est vrai, enfin je le dis pas pour me vanter, c'est juste que c'est un truc que j'ai trouvé pour moi à la base et que je vous ai partagé parce que voilà. Mais moi ça me permettait de me dire ok c'est plus une pile à lire, c'est une pioche à lire, t'es tranquille. Pas de pression, tu vois. Je trouve que la communauté est tellement bienveillante, je suis tout à fait d'accord, je suis très fière de cette communauté de la triche parce qu'elle est très bienveillante, très sécure. Si j'arrive plus à parler déjà, il est 10h50 jusqu'à 20h, ça va être chaud. Pour le coup, j'ai l'impression qu'on est dans une safe place comme je l'ai toujours voulu. L'élève a dépassé le maître, mais vous êtes des plus grands tricheurs que moi. Vraiment, vous êtes des plus grands tricheurs que moi, vous êtes fous. Mais c'est très drôle, moi ça me fait beaucoup rire, c'est aussi une façon de faire de l'humour, je trouve, et de désamorcer certaines situations qui pourraient être compliquées. Genre, bah, on fait partie de la communauté de la triche, donc on s'en fiche. Et tu le prends un peu par-dessus la jambe parce que c'est une passion, c'est un loisir, c'est bon quoi, pas trop de pression, on a déjà assez au quotidien avec plein d'autres choses, avec la vie perso, la vie pro, tranquille. Et ça me fait plaisir de voir que vous identifiez aussi à ça. Je pense que je peux être très fière de cette communauté qu'on a réussi à créer ici. Et franchement, ça vient de Twitch, on va pas se mentir, parce que sur YouTube, Insta et TikTok, c'est bien, mais on se parle par message en 1 pour 1. Et ici, on parle tous ensemble. Et je pense que Twitch a permis ça, tout comme Discord d'ailleurs. Twitch et Discord permettent de plus se connaître, de plus apprendre à se connaître et de fédérer cette communauté de la triche, et ça, c'est chouette. Cette communauté de la Twitch. Cette communauté de la triche qui lit, qui colorie, qui fait des Lego, enfin on essaye de désamorcer plein de choses aussi. Je suis totalement d'accord, je ne parle pas beaucoup, mais on se sent vraiment bien ici, ce côté no pression et no stress, c'est agréable. Merci mes views. Mais vraiment, je suis ultra fière d'avoir pu aider à faire ça. Parce qu'une communauté, il faut pas dire oui, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai construite. Non, tu rassembles des gens, ok, mais après, c'est eux qui font le taf. Hein. C'est eux qui font le taf. Et c'est ça qui définit ta communauté. Ce sont les gens en eux-mêmes qui se reconnaissent dans ce que tu proposes ou pas. Et c'est pas toi qui fais une communauté, ça n'existe pas, ça. C'est souvent un moyen de rire, cette histoire de tricher, mais bien sûr, c'est un moyen je sais pas, de juste se dire ok, c'est pas grave, passons à autre chose. Il n'y a pas de concours ici à qui lit le plus vite, le plus, etc. Ouais, c'est ça. Tout à fait, bah bien sûr. Totalement d'accord, car on prend des nouvelles des uns et des autres qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres communautés. Mais tout à fait. Et je pense que vous pouvez aussi dire quand il y a quelque chose qui va pas, parce qu'on fait un lundi où on a le droit de se plaindre. Et du coup, je pense qu'après, tout au long de la semaine, tout le monde prend des nouvelles en fait, en mode ah bah ça va mieux, ah bah si, ah bah ça, ton opération s'est bien passée, enfin des trucs comme ça. Et je trouve ça super cool quoi. Souvent je passe vos messages et je vous laisse papoter entre vous, mais moi je trouve ça super cool que vous réussissiez à papoter entre vous. On a aussi quand même. Ça, c'était un de mes gros objectifs, c'était de tenir mes lectures communes, parce que j'en avais marre de vous proposer des lectures que je lisais pas, ça me saoulait. Je veux pas dire, mais depuis janvier, je les ai tenues, dans le sens où j'avais dit je ferais une lecture commune par mois, j'en ai fait une par mois. Je veux pas dire, je veux pas me lancer des fleurs, mais maintenant, les lectures communes sont safe avec moi, je les fais vraiment. Alors oui, je suis encore sur la lecture commune d'avril, et on est le 5 mai, mais je l'ai bientôt fini, plein ciel. La triche, ça permet de désacraliser les challenges à la lecture. C'est exactement ça. C'est pour ceux qui n'ont pas envie de se mettre la pression. T'en as, ils sont à fond challenge, ils sont à fond à se motiver et tout. Pas de soucis, vas-y, let's go. Mais moi, j'avais pas envie que ça soit ça. Moi, je me mets pas la pression dans un loisir, dans une passion. Je me mets déjà assez la pression sur les réseaux, c'est pas pour en plus me mettre la pression de lire. Même si, des fois, c'est pas si simple que ça. Ça permet de sortir du cadre, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Même moi, je ne les ai pas tenues. Et bah voilà. Et bah voilà. Donc oui, la réponse est oui, bien sûr que je suis super fière de la communauté de la triche et je suis aussi ultra reconnaissante en fait, ultra reconnaissante. Vous m'avez aussi soutenue dans des moments pas simples. Depuis le cabinet et tout, j'ai des moments pas forcément cool, et enfin depuis l'hôpital, et parce que le cabinet ça c'est cool, mais vous m'avez aussi beaucoup soutenue dans ces moments-là, mais sans même le savoir, parce que je suis pas du genre
me plaindre tout le temps, ou à demander de l'attention, ou à vouloir inspirer la pitié pour, parce que je déteste les gens qui font ça, donc je le ferai pas. Mais en fait, sans savoir, étant donné que vous êtes là sur chaque live, vous êtes là pour votre bonne humeur, pour parler lecture et tout ça, mais vous n'imaginez pas à quel point ça me soutient au quotidien, mais c'est incroyable. Je sais pas comment je serai aujourd'hui, vraiment, sincèrement. Je le dis pas pour gonfler votre ego et tout, je m'en fous de ça, je suis désolée. Mais je ne sais pas comment je serais actuellement si je n'avais pas les réseaux littéraires. Je serais pas aussi bien que ça. C'est sûr, si j'avais juste mon travail et ma vie perso, je pense que je serais... Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je n'arrive pas à m'imaginer sans. Parce que je pense à vous tous les jours. Je vais faire une story tous les jours. Je vais penser à la prochaine vidéo tous les jours. Je vais penser à mon prochain post Instagram. Et puis on va échanger. Je vais répondre aux commentaires et tout. Et ça fait partie de ma vie quand même depuis, on va dire, 2015 avec le blog, 2016 avec YouTube, Instagram. Ça va bien... Enfin, ça fera 10 ans dans 2 ans. On est à 8 ans là. Et du coup, je me vois pas sans ça. Je me vois pas sans ça. Je sais pas comment je ferais. Comment je ferais sans vous? Ça serait triste. Qu'est-ce qui te rend le plus fier au regard de cette année? Je vous avoue que j'ai pas du tout réfléchi aux questions, je les ai juste recopiées. Qu'est-ce qui me rend le plus fier au regard de cette année niveau réseau, on va dire? Bah, l'an dernier, on a eu le partenariat Twitch, donc ça, c'était une sacrée consécration quand même. Ça veut dire que tous les lives que j'ai fait ont servi à quelque chose. En tout cas, ça a été reconnu comme légitime et cool par Twitch, et ça, c'était cool. Mais, ah bah, c'est Valentine qui a posé cette question. Les chroniques de Nala. Je t'ai suivi quand tu commençais à parler de demander le partenariat. Ah bah ouais, c'est clair. C'est clair que t'es là depuis un an. Qu'est-ce qui me rend le plus fier au regard de cette année niveau réseau? Je dirais que le passage des 10 000 sur YouTube a été une grande fierté pour moi. Parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on attend tous quand on commence une chaîne YouTube. On se dit tous, oh là là, si un jour j'atteins les 10 000, ça sera incroyable. Et en fait, alors sachez, spoiler alert, ça ne change rien du tout. Mais je suis ultra fière d'avoir réussi à passer ce cap-là. Je sais pas, j'ai dans la tête de tout le monde, je crois, et dans la mienne, là pour le coup, parce que je lis pas dans les pensées des autres, mais j'ai l'impression que le cap des 10 000, il est toujours super important. Mais toujours. Et du coup, je suis très fière de pouvoir dire, ouais, ma chaîne YouTube... Et d'ailleurs, elle a monté de ouf, je crois. Enfin, sur un mois, il y a, je sais pas combien... Attends, je te dis ça. J'ouvre. On est à 10 600. Je sais pas comment ça se fait. En fait, dès que j'ai passé les 10 000, ça a fait... Ok, merci. Je sais pas, est-ce que l'algorithme, il prend ça en compte, j'en sais rien. Mais on est plus 500 ce dernier mois. Donc, ce qui est énorme. Et en fait, ça me rend fière parce que pendant 1 à 2 ans, ma chaîne YouTube a beaucoup stagné. Et elle a beaucoup stagné. On prenait quasiment plus d'abonnés vraiment sur YouTube. Et là, d'un coup, ça a fait pouf, parti dans les étoiles. Et je suis super contente de ça et je vous en remercie vraiment, bah, du coup sur YouTube aussi où il y aura cette vidéo, parce que c'est grâce à vous en fait, c'est parce que vous êtes là depuis, il y en a plein qui sont là depuis le début, je vous remercie beaucoup. De toute façon je le vois dans les commentaires, il y a toujours les mêmes pseudos qui reviennent, c'est toujours les mêmes personnes qui soutiennent et merci beaucoup pour ça. Donc je dirais que ça c'est une fierté, cette année on a quand même passé les 10 000 sur YouTube, c'est ouf. Et puis... ma plus grande fierté, je dirais aussi peut-être le fait de professionnaliser de plus en plus les réseaux. Là, je suis même passée du statut d'auto-entrepreneur à je le mets dans mon entreprise individuelle de médecin. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis médecin en activité principale et en activité secondaire, je suis influenceuse littéraire, créatrice de contenu professionnel en gros. Et le fait, c'est con, c'est super con, parce que ça change pas grand-chose, même si j'ai eu un peu plus de partenariats ces derniers temps, de collaboration ces derniers mois, ça change pas grand-chose quand même, mais rien que le fait que ça soit au même niveau pour l'URSSAF et tout le reste administratif français chiant, bah ça fait quelque chose. C'est plus mon petit truc dans mon coin en auto-entreprise, c'est au même niveau, même si je gagne pas du tout pareil, c'est au même niveau que mon travail de base. Et ça a été aussi une certaine fierté dans le sens où oui, enfin, tant que c'était l'auto-entreprise, j'étais en mode ouais, j'ai fait l'auto-entreprise pour pouvoir le déclarer et que ça soit légal et puis c'est tout. Et là, le fait de le mettre dans l'entreprise individuelle au même niveau que mon travail de base, habituel, ça a fait un petit déclic en moi en mode c'est aussi une partie de ton travail.
Et ça a changé pas mal de choses au niveau de ma vision de ce travail. Donc ça aussi, c'était cool. Voilà. Je dirais la professionnalisation des réseaux qui se fait petit à petit, c'est une part de fierté aussi. Je vais dire ça. Et puis le fait d'avoir pu continuer à faire des live Twitch à peu près au même niveau, en faisant des vidéos, en faisant des trucs Insta et tout, une fierté d'avoir réussi à tout concilier avec mon changement de travail de l'hôpital au cabinet qui a été très prenant. Je suis très contente sur ça aussi. Voilà. Ensuite, quel est ton rapport avec les maisons d'édition? As-tu déjà été déçue lors de rencontres? Mon rapport avec les maisons d'édition, je ne me suis jamais pris la tête avec une maison d'édition, je crois. Non. La plupart du temps, c'est extrêmement bienveillant en fait. Soit ce sont des moments où on va parler collaboration rémunérée et du coup, chacun avance ses arguments et on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Soit on est dans le mode des services presse gratuits. Et lors des rencontres, alors je sais pas si tu parles rencontres, maison d'édition ou autres abonnés et tout, je vais répondre à tout. Pour le coup, maison d'édition, par exemple, je suis allée à la projection de Damsel pour Stardust, c'était un super moment, j'ai adoré. Rencontre Hachette, c'était génial aussi. Enfin, pour le coup, mon rapport aux maisons d'édition, il est très très bon. En fait, il y a des gens que j'apprécie beaucoup. Il y en a avec des maisons d'édition peut-être un peu plus petites que celles dont je viens de parler. Je les considère comme des amis. Donc tu vois, je pense que mon rapport aux maisons d'édition se bonifie avec le temps. Voilà. Et puis il y en a de plus en plus que je connais et tout, ça c'est cool. Et as-tu déjà été déçue lors de rencontres? Rencontre maison d'édition, non jamais, parce que c'est toujours cool et ils te préparent toujours plein de trucs et c'est toujours chouette. Enfin, ouais, t'es super bien accueilli, toujours. Vraiment. Moi, je me rappelle d'une ancienne CM de Deux Saxus qui t'avait prise de haut. Non, c'était un mail. En fait, ils m'ont envoyé leur mail en mode est-ce que tu veux l'ESP? Et quand j'ai répondu bah ouais, pourquoi pas, ils m'ont dit bonjour, t'es qui? Mais c'est pas. Tu vois, je me suis pas engueulée ou quoi. Et d'ailleurs, en ce moment, Deux Saxus, on est en très très bon terme. Je reçois plein de SP de leur part. Donc, tu vois, je pense que j'étais juste pas sur leur liste d'habitude parce que j'avais encore rien demandé. Je pense que c'était juste ça. Tu sais, moi, j'attribue beaucoup de bienveillance aux gens et je ne me vexe vraiment pas facilement. Donc, ça va. Au niveau des rencontres, niveau rencontres abonnés, je ne suis jamais déçue parce que vous êtes toujours d'une bienveillance et d'une gentillesse qui est juste incroyable. Je dirais peut-être parfois dans les rencontres avec d'autres créateurs de contenu où en gros ils te donnent l'envers du décor, genre tu vois bien qu'ils ne disent pas ça en vrai et là tu te dis, enfin en vrai, sur les réseaux et en vrai c'est différent et tu fais, il y a un décalage et voilà, ça parfois ça peut me décevoir un petit peu. T'en as certains ou certaines, franchement les deux, tous les genres confondus, qui ont parfois un peu trop le melon, que tu rencontres comme ça et tu fais ah oui, pouf, on sera pas potes, ça c'est sûr, tu vois. Un peu déçu par certaines personnalités qui sont montées d'un coup ou qui sont montées progressivement et franchement t'as juste l'impression de pas être à leur niveau et que tu ne vaux pas le coup de parler avec eux. Ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre et que j'aurais toujours du mal à comprendre. Moi personnellement quand tu me traites comme ça je te dis, enfin je vais pas vers toi, tu vois, c'est tout. Il y a un moment donné, il faut faire le tri. Faut bien se dire que Booktube, Bookstab, BookTok, c'est pas des bisounours, loin de là, et ça se voit. Tu le ressens quand tu les vois en réalité. Mais pour ces petites déceptions, allez, il y en a peut-être 3 pour des centaines et des centaines de rencontres super chouettes avec d'autres créateurs de contenu qui sont devenus des amis, avec des abonnés, avec des maisons d'édition, donc c'est vraiment épisodique, mais moi vous savez, je vous mens jamais, et je vous mentirais si je vous disais que je n'avais jamais été déçue par un autre créateur de contenu, c'est pas vrai, ça serait idiot, et je pense que ça n'existe pas, je pense qu'on est tous déçus à un moment donné. La plupart des créateurs de contenu sont exactement comme ils sont en vrai, et puis t'en as quelques-uns, c'est pas le cas, mais vraiment c'est épisodique, c'est très ponctuel. En parlant de SP, est-ce qu'à tes débuts, tu as comme beaucoup fait razzia de demandes sans forcément réfléchir? J'en parlais avec Émilie, de la bibliothèque d'Emilia. Et en gros, je sais plus, elle disait qu'elle avait plein de partenaires, mais en fait, si tu veux, quand tu commences, au début ça va, et il y a un moment donné où t'as une maison, 2 maisons d'édition qui vont te dire oui, sauf qu'en fait, il y a un piège. Je vous explique, il y a un piège quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, dans ta carrière de créateur de contenu, où tu
t'as pas encore beaucoup de partenariats et du coup tu vas pouvoir postuler pardon, à plein d'appels à partenaires en mode de toute façon j'en aurai peut-être qu'un ou deux, c'est cool. Donc tu postules à 5, 6, peut-être 7, peut-être plus, il y en a je les vois partout. Donc voilà, et moi en fait il y a un moment donné où je sais pas ce qui s'est passé mais il y a une année où j'ai postulé en me disant de toute façon je serai jamais prise là, je serai jamais prise là, mais je vais essayer comme ça, ils verront mon pseudo et peut-être que l'an prochain, tu vois, ça passera. Je me dis toujours ça, peut-être que ça sera pour l'an prochain, machin. Sauf que cette année-là, tout le monde m'a dit oui, presque. Et du coup, je me suis retrouvée avec plein de partenaires et j'étais en mode ah, mais moi je comptais pas tous les avoir. Je pensais pas qu'ils allaient me dire oui, surtout qu'il y avait des gros groupes et tout, et j'étais en mode ah le stress. Ah, le stress. Et ça, c'est un piège dans lequel tout le monde tombe. Et en gros, je disais, t'as un fossé entre le moment où personne te dit oui et le moment où tout le monde te dit oui. Et j'en parlais avec certaines copines parce que justement, elles viennent de passer ce fossé. Et moi, je sais que ça m'est arrivé il y a 2-3 ans. Et là, t'es un peu stressé en mode oh putain. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que tu demandes et à pas demander tous les catalogues parce que vraiment, quand ça t'arrive, tu fais oula, va falloir le faire quoi. Va falloir être ok. Mais c'était de bonnes expériences. Mais il a fallu un peu de discipline, quoi. C'est chaud. C'est chaud. Et je pense que en vieillissant aussi dans la création de contenu, tu sais un peu plus ce qui va forcément te plaire. Et tu fais attention à ce que tu demandes, à pas demander un peu trop n'importe quoi, à des choses qui pourraient te plaire mais que tu n'aurais pas forcément acheté. Moi maintenant, quand je demande un SP, c'est un livre que j'aurais acheté, coûte que coûte. Et pas un livre qui pourrait peut-être me faire envie si je l'avais eu gratos. Tu vois, je le prends pas comme ça, je le prends vraiment en mode, c'est un livre que de toute façon j'achèterai le mois prochain si on me l'envoie pas. Et du coup, j'ai un rapport beaucoup plus sain avec les services presse que il y a 2-3 ans peut-être. Où là, je me disais, ah, ça pourrait être cool ça, mais ça n'a plus aucun intérêt. Non, j'ai beaucoup évolué sur ça aussi, et je pense qu'on passe tous par cette case-là. Je vais rarement au salon, mais c'est cette crainte qui fait que j'ai pas trop envie de rencontrer des gens quand j'y vais des fois. Franchement, je veux pas vous faire peur parce que vraiment ce que je vous ai dit c'était très ponctuel, ça concerne peut-être 3 personnes dans ma tête, tu vois. Donc vraiment, pour le coup, les salons c'est un super moment et la plupart du temps, les gens que tu rencontres en vrai sont pareils que sur les réseaux et en plus, quand t'as déjà pu. Moi je trouve que ceux que tu vois faire des lives et tout, la plupart du temps, ils sont à peu près pareils. À peu près. À peu près. Mais parce que tu peux pas jouer un personnage quand on fait 5 heures, 10 heures de live, 12 heures. Tu peux pas ne plus être toi. C'est pas possible. Pas pendant aussi longtemps. Des projets, des objectifs pour les réseaux. Des projets, des objectifs. Bah j'en ai toujours. J'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps. Là, le gros projet dont j'ai parlé avec Soliste et vous, ça serait peut-être, au niveau des live Twitch en tout cas, ça serait peut-être de vous proposer des lives ailleurs, c'est-à-dire peut-être, je vais essayer de liver à la TwitchCon, mais comme c'est comment ça s'appelle, en Hollande, au niveau du Wi-Fi, tout ça, j'en sais rien. Mais surtout, vu que je compte aller à Disney plusieurs fois dans l'année, j'aimerais bien vous proposer des lives Disney, avec la parade et tout, ça serait génial. Ça serait incroyable. En plus, j'ai mon petit micro, enfin, j'ai un micro pour que vous m'entendiez et étouffer. Tu vois ça, là. Tu le mets ici, et en gros il se connecte à ma caméra et tout, et enfin je suis équipée maintenant, je peux faire ce genre de truc, je peux vous prendre dans plein de choses, donc voilà. Il y a plein de trucs comme ça, je me dis, les gens qui sont dans le sud de la France, qui peuvent pas venir à Disneyland et tout, voir les parades, voir des trucs comme ça pourrait carrément vous plaire, ou rien que m'asseoir en plein milieu de Disney et papoter, et je pense que ça serait super chouette. Il y a des trucs comme ça que j'aimerais trop faire. Après, en projet objectif, j'aimerais beaucoup reprendre une parution Instagram plus... Pendant un temps, j'ai fait une publication par jour. Là, ces derniers temps, j'en faisais moins. J'aimerais bien reprendre une publication par jour parce qu'en fait, c'est un rythme qui m'allait bien. Et après, sinon, continuer comme ça. Voilà. En impératrice. Ouais, pourquoi pas, avec... on verrait, quoi. Genre, ça à réfléchir, mais voilà. Ça changerait du décor habituel. Ça changerait de tout. Hein, vraiment, ça changerait de tout. Et ça pourrait être cool parce que je sais que vous êtes aussi pas mal Disney, donc... Ça pourrait être sympa de partager un moment comme ça. Et puis on va pas se mentir, si je finis par prendre un pass, je peux très bien y aller toute seule et juste avec ma caméra et faire un live là-bas et ça peut être cool. Bon, c'est tout. Mais en tout cas, un projet, j'ai toujours plein de projets de vidéos dont je vais pas parler parce qu'à chaque fois que je parle d'un projet de vidéo, je le vois fleurir sur d'autres chaînes avant que je le fasse. Donc j'arrête de parler de mes idées de vidéos, ça me saoule. Ça fait des années que ça marche comme ça. Hein. Je dis pas que à l'occasion on a la même idée en même temps. Hein. Mais quand même, ça me saoule, donc j'en parle plus. Et je sais pas, juste continuer à
Mon objectif, ça serait continuer à prendre du plaisir à, et pas partir trop dans le je dois professionnaliser, je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire ça, et me mettre une pression monstrueuse pour finalement ne plus kiffer ce que je fais ici. Le plus important, je pense que c'est de continuer à aimer ce que je fais. Que ça soit sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok qui marche bien au niveau colo et tout, on est 2000 là-bas, c'est ouf. Je pense que le plus important, c'est que j'aime ce que je fais et que je continue à faire ce que j'aime. Parce que j'ai déjà assez de contraintes à côté avec mon autre travail, donc pas me mettre trop de travail, et objectif peut-être participer à plus, ça c'est l'objectif que je me suis mis depuis que j'ai démissionné, participer à plus d'events littéraires, mais pas de salons, d'événements faits par des maisons d'édition. Là en mai j'en ai un par exemple, donc j'ai eu Stardust, là j'en ai un normalement en mai, bah dans 2 semaines normalement j'y vais, c'est samedi, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines c'est ça. Donc voilà, faire un peu plus d'événements sur Paris avec les maisons d'édition, ce serait cool aussi. Ça nous fait des surprises, ouais c'est ça. Faudrait que je regarde un peu YouTube, j'avoue que j'ai un peu lâché cette plateforme. Fais comme tu le sens, mais là t'as pas le temps de tout faire. Continue à aimer ce que tu fais. Ouais, mais c'est exactement ce que je veux faire. Ensuite, je crois que c'est Nora Lake, une autrice que j'aime beaucoup, qui me demande comment tu arrives à gérer le timing Booktube, Twitch et vie perso. Je suis admirative de voir tout ce que tu fais. Bah déjà, merci beaucoup. Et il y avait une autre question de quelqu'un d'autre qui disait comment fais-tu pour alterner ton métier et tes comptes sur les réseaux. Je trouve que ça se regroupe un peu, donc je vous lis les deux. Le timing Booktube, Twitch, il est simple dans le sens où Twitch, ça va être surtout lundi, jeudi, dimanche, la plupart du temps. Donc le mardi soir, je peux monter la vidéo du mercredi au dernier moment. Et le vendredi aussi je fais. Mais le samedi, vendredi j'ai toute ma journée, donc je peux faire celle du samedi dimanche, au pire. Et là je vais essayer de prendre un peu plus d'avance, comme j'ai fait à un moment donné, quand il y avait des gens qui souscrivaient sur YouTube, j'en ai eu quelques-uns, je leur avais proposé des vidéos à 1 semaine d'avance. Donc je vais essayer de le refaire. Ça c'est un des objectifs aussi, c'est de reprendre de l'avance dans les vidéos YouTube. Et comme ça, en gros, les gens qui ont souscrit à la chaîne, c'est 2,99 €. Et j'en avais pas plus parlé que ça parce que j'aime pas vous demander de l'argent. Voilà. Et du coup, comme d'habitude, ça c'est mon gros truc. Franchement, rien que dans mon métier, demander la carte vitale et d'être payé pour ma consultation, c'est difficile pour moi. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des fois où j'ai totalement oublié ça parce que c'est... Moi j'étais habituée à l'hôpital et on ne demandait pas d'argent aux gens. Et du coup, je sais pas, j'ai ce problème-là de demander de l'argent pour un travail effectué. Je travaille dessus. Je travaille dessus, je m'en suis rendu compte, je travaille dessus. Mais j'aimerais beaucoup, à l'avenir, d'ailleurs c'est dans les objectifs, je reviens sur la question d'avant, j'aimerais beaucoup vous proposer des vidéos 1 semaine en avance. Pour les gens qui souscrivent. Parce que je trouve que vous proposez une vidéo moins d'1 semaine en avance, ça vaut pas forcément... Le coup de payer, moi personnellement, je peux attendre 2 jours, y a pas de souci, tu vois. Mais 1 semaine, ça peut changer un peu la donne, donc voilà, je le ferai, ça vous intéresse pas, y a pas de souci, mais je pense essayer de le faire. En plus, pour mon organisation, ça serait mieux d'avoir des vidéos programmées 1 semaine à l'avance, comme ça, je suis toujours en avance et c'est cool. Voilà, ça c'est dit. Mais en tout cas, comment j'arrive à gérer le timing? Alors, Booktube, Twitch, je vous l'ai dit, c'est assez simple, au pire. Franchement, c'est assez simple. Je fais juste pas de live tous les jours. C'est aussi simple que ça. Et par contre, vie perso... Bah c'est simple aussi, dans le sens où bah, j'ai pas d'enfants, j'ai des chats, donc ça s'autogère globalement, c'est bien. Et surtout, Victor est streamer Twitch professionnel. Il fait ça pour gagner de l'argent, tu vois, c'est sa vie professionnelle d'être sur Twitch. Donc j'ai la chance d'avoir un conjoint ultra compréhensif sur le fait que, en effet, bah, parfois le soir, je finis à 20h30, à 21h, parce que je suis en live sur Twitch, mais lui, il a fait 8h, 17h sur Twitch. Donc, il comprend, tu vois. Et ça, c'est cool. Je pense que c'est important aussi, et puis il sait très bien qu'il y a plein de soirées où il dit « Ah bah là, on est tous les deux, on fait ci, on fait ça, on va au resto, on bouge, on fait ça », et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à gérer notre vie perso aussi. Je pense. Mais comme il sait, he knows, il le fait, donc je pense que ça aide au niveau compréhension. Et pour alterner mon métier et les comptes sur les réseaux, bah, je travaille moins dans mon métier, et puis comme ça j'ai plus de temps pour les réseaux. Ce qui n'est pas un bon choix financier, mais pour ma santé mentale c'est important. Donc je continue comme ça, je ne travaillerai pas plus de 4 jours par semaine cette année, j'ai décidé. Du coup je suis à du 4 jours, voire parfois 3 jours, 3 jours et demi. Et le reste du temps, c'est les réseaux qui me rapportent pas autant qu'une journée au cabinet, mais c'est un choix. J'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour finir en burn-out dans 2 mois. Donc, j'ai choisi ma santé mentale et je vous incite à faire de même.
C'est vachement de taf YouTube, j'ai tenu 1 an à une vidéo par semaine et ça n'a jamais décollé. Au final, j'ai fait une longue pause par découragement. J'ai repris quelques mois, mais j'ai plus la motive alors que j'adore parler bouquin, mais au final, il y avait plus assez d'interactions. Après 1 an, à peine une centaine d'abonnés et peu de com', mais je comprends Jenny. Je comprends. Moi, ce qui me fait continuer, c'est vous, hein, je vais pas vous mentir. Toujours. Et ensuite, dernière question. Quelle est l'influence... Enfin, les dernières questions. Santé mentale est plus importante que le taf. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, c'est Solis qui m'a dit ça. Ses parents disent on n'a jamais vu les coffres forts suivre un corbillard. Un truc comme ça. Et je trouvais ça tellement intelligent, c'est vrai. Quelle est l'influence de ta formation de psychiatre sur tes relations avec ton entourage au quotidien? Quand j'ai commencé à être interne en psychiatrie, quand j'arrivais en repas de famille, j'entendrais toujours mon oncle dire « Oh là là, lui parle pas, elle est psychiatre, elle va t'analyser et te retourner le cerveau. » C'était très drôle. En vrai... Non. Pas non, c'est pas drôle, mais en vrai, ça a rien changé. Enfin, en gros, par exemple, ma sœur voulait savoir un peu comment elle fonctionnait pour travailler sur certains points. Ben, je lui ai expliqué comment elle fonctionnait, et elle travaille sur certaines choses qui la font évoluer. Mais si tu me demandes pas, je te dirai rien. Et ça n'a pas changé ma vision, enfin mon amour pour mes proches. Tu vois, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, mon travail de psychiatre m'a permis de comprendre des choses que j'ai pu voir par exemple dans mon enfance, des choses que j'ai pu voir dans mon adolescence, des événements qui m'ont marqué sans que je puisse vraiment mettre de mots dessus, sans vraiment que je comprenne ce qui s'est passé. Et le fait d'être psychiatre, j'ai pu y repenser d'une autre façon en fonction du fonctionnement de chacun. Et je sais pas, c'était cool dans le sens où j'ai pas vécu de trucs graves non plus dans mon enfance, donc j'ai pas à me plaindre. Mais ça a permis de mettre des mots sur des choses qui étaient un peu floues pour moi. Et sur mes relations avec mon entourage, bah, ça n'a rien changé du tout. Vraiment, je pense que ça n'a rien changé. Vraiment, mon métier n'a pas changé. Mes relations avec mon entourage, à part le fait que ma mère soit très très fière que je sois médecin, c'est tout. Vraiment, c'est ma mère et mon père, et ma grand-mère, c'est tout. Est-ce que tu es toujours dans l'analyse dans tes interactions? Bah, je travaille pas gratos. Non. Non, tellement pas. Vraiment pas. C'est... en fait... C'est très pratique parce que je peux savoir aussi si je peux être amie avec quelqu'un ou pas. Il y a des personnes, au fur et à mesure, quand tu les rencontres et quand tu te dis « Ah, elle est sympa et tout », et en fait, petit à petit, tu t'aperçois de certains trucs et tu te dis « Ah, finalement, ça va pas le faire ». Ben moi, j'arrive à mettre des mots sur pourquoi ça va pas le faire. Parce que ce type de personnalité-là, je m'entends pas avec. Enfin, pas bien. Ou alors ça finit par m'énerver, ou alors machin. Et au début, tu le vois jamais, parce que tout le monde montre le meilleur de soi-même au début, et c'est après, c'est comme mon amour, c'est pareil, c'est après. Et du coup, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Mais, de là à t'analyser parce qu'on est en train de parler ensemble, non. Non, tellement pas. Je suis tellement... En fait, je suis tellement... Quand je suis, je sais pas moi, quand je suis en event maison d'édition, quand je suis en rencontre au salon et tout, je suis tellement en train de travailler sur la confiance en moi que je fais pas attention. Vraiment, je suis tellement en train de travailler sur mon angoisse, mon anxiété sociale sous-jacente et ma confiance en moi que je ne suis pas en train de t'analyser. J'ai pas le temps, j'ai mon cerveau qui est en train d'essayer de faire en sorte d'avoir l'air normal, donc j'ai pas le temps. Je peux pas faire ça. Et après, il y avait une autre question, je pense que c'était toi, Mademoiselle Mimi, non? Arrives-tu à t'auto-analyser et à mettre en pratique tes méthodes de psy envers toi? Oui, et c'est bien ça qui est super pratique, c'est que j'ai pu comprendre comment je fonctionnais, même si franchement, quand tu te rends compte, ça fait mal. Et j'ai pu me dire, ok, ça j'aimerais bien travailler dessus et me concentrer dessus. Comme par exemple la confiance en soi, on doit tous travailler dessus, ça c'est important. Il y a certains traits de ma personnalité que j'ai pas forcément envie d'exposer là parce que ça fait un peu mal. Certains traits de ma personnalité, il faut que je travaille dessus et je le fais déjà. Et je trouve que j'ai déjà évolué depuis que j'ai commencé la psychiatrie. J'ai beaucoup travaillé dessus et j'arrive à prendre beaucoup plus de recul qu'avant sur certaines situations, donc je suis très contente. Donc oui, en effet, ma formation de psychiatre, ça m'a aidé à travailler sur moi-même parce que je me suis rendu compte que ah, je fais ça. Ah, je réagis comme ça. Ah, je pense ça alors que non. Tu vois. Et c'est super pratique. Et notamment dans l'angoisse, moi, il faut savoir que c'est con, mais c'est pas parce qu'on est psychiatre qu'on n'est pas anxieux. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, genre très anxieuse, et tous les tuyaux que je peux donner à mes patients, c'est des trucs que j'ai d'abord testés. C'est des trucs qui marchent, parce que je sais, ils marchent sur moi. Donc c'est des trucs qui peuvent marcher potentiellement. J'allais dire, ça m'étonnerait pour l'avoir vue en vrai et avoir passé plusieurs heures avec elle. Ouais, non, j'analyse pas. Mais c'était
une blague en fait dans ma famille, et c'est assez drôle que ça revienne là. Vraiment mon oncle, je le verrai toujours, ah lui parle pas, elle va t'analyser, elle va te retourner le cerveau. Non, tellement pas, j'ai autre chose à faire. Je le fais quand ça va servir un patient, parce que c'est dans son intérêt, mais sinon non. Non. Non, non. Mais voilà, j'ai déjà testé les moyens pour contrer l'angoisse dont je vous parle dans certains vlogs, dans certains vlogs où je vous fais des petits cafés psy en mode bah, pour votre angoisse, machin. Ce sont des trucs qui marchent sur moi. Ou qui ont marché sur des patients et pas toujours sur moi. Mais je teste toujours sur moi. Parce que je suis quelqu'un de très anxieuse pour tout et n'importe quoi. Donc, et je le suis beaucoup moins, hein, je sais, hein, ça se voit moins. Je pense que les réseaux m'ont beaucoup aidé aussi à prendre confiance en moi. Ça m'a aidé à parler aussi. Enfin, quand j'ai passé ma thèse, j'ai fait comme quand je filmais une vidéo et c'était super facile. Trop bizarre. Donc, je pense que vous aussi, vous m'aidez beaucoup à travailler sur moi-même. Est-ce que tu penses faire une liste de livres à nous conseiller pour qu'on apprenne à se comprendre? Non, les livres comme ça, je les lis pas parce que j'ai l'impression d'être au boulot, donc je les lis pas, je t'avoue. Tout le monde n'est pas forcément prêt à vouloir se comprendre. Tout le monde n'est pas forcément prêt à parler de troubles de personnalité parce que ça fait mal et que c'est dur de se rendre compte d'eux. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de proposer parce que déjà en consultation, quand je commence à parler tout ce qui est troubles de perso borderline et tout ça à mes patients, c'est un peu dur. Et je pense que c'est important d'être accompagné et d'être dans le cadre du soin et pas dans le cadre du divertissement pour apprendre à se connaître et à faire les choses. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de séparer les deux. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresserait beaucoup, mais il est hors de question que j'utilise, comme beaucoup de gens dans toutes les sphères des réseaux, la santé mentale pour intéresser les gens. J'ai pas envie d'utiliser mon métier pour ça, en fait. Et j'avais jamais fait attention à ton anxiété, mais là que tu en parles, je la ressens vachement. Ben oui, mais c'est comme ça. J'ai toujours été anxieuse, hein. Mais toujours, mais pour n'importe quoi. Même pendant un temps, rien qu'aller faire des courses, j'étais anxieuse, tu vois. Maintenant, comme je vous dis, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup évolué, et je suis très fière de moi et de ce parcours-là côté santé mentale, je suis très contente, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Puis plus on prend de l'âge, on fait face à de nombreuses expériences bonnes comme mauvaises, et je trouve qu'on arrive mieux à prendre du recul. Mais tout à fait, Maïlan. Après, moi, je suis très forte dans l'auto-persuasion. En gros, je suis anxieuse, mais je vais m'auto-persuader que tout va bien se passer. Je suis une grande optimiste et je suis beaucoup dans l'auto-persuasion. Et je vais tellement me persuader que tout va bien se passer, que tout va bien se passer. Je suis une grande optimiste, ça marche très bien. Coucou Jeanne, j'arrive au bon moment. J'ai une petite question concernant la santé, je peux. Bah si je peux y répondre, oui, sinon je te répondrai en privé, si tu veux. Si tu veux, mais... Ouais, ça m'a beaucoup aidé sur moi-même, ça m'a beaucoup aidé, du coup j'ai pu aider certains proches qui me demandaient, ça m'a beaucoup aidé à comprendre certains comportements dans ma famille, certaines choses et tout. Donc ouais, non, la psychiatrie, je trouve que c'est très utile. La psychologie en elle-même, au quotidien, est très utile. C'était un compliment, ça se voit pas en temps normal, mais là d'en parler, je pense que ça ressort, je pense. Je suis pareil aussi. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, je pense que, moi je m'en fous de vous le dire, parce que je pense que l'anxiété... Aujourd'hui, en 2024, même dans les années 2010-2020, vu la société qu'on a, l'anxiété, je pense que tout le monde la ressent. Et je pense qu'il faut démystifier le truc du tout le monde peut être anxieux et c'est ok. Tu vois, c'est ok. Même ton médecin généraliste, il peut être anxieux avant de commencer sa consultation et c'est ok. J'ai des médecins généralistes, j'ai des médecins du travail, j'ai des médecins autres, j'ai des psychiatres dans ma consultation, enfin j'ai de tout. J'ai de tout. Ça peut arriver d'aller mal à tout le monde. Et c'est ça qu'il est super important de connaître. Alors oui, du coup, je vous parle de ma situation, mais moi, après, je suis optimiste. Je travaille juste sur différents points. Et je pense que c'est bien d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître sa personnalité, d'apprendre à connaître ses réactions qui sont parfois pas bonnes, ou en tout cas pas saines. Voilà, et de travailler dessus. Ça, je vous incite vraiment à le faire. C'est super cool. Et pour ça, vous pouvez aller voir un psychologue déjà. Ça peut être super chouette. On passe au côté lecture. Et après, on lit. Alors, tout le monde m'a posé la question, combien de livres as-tu dans ta palle? Je n'en peux plus. Juste arrêtez, on va reprendre le tri de palle, je vous jure. En plus, j'ai acheté des meubles pour mettre des bibliothèques derrière moi et pour en remettre aussi dans ma bibliothèque. Donc ça va être rangé. Mais je sais pas combien j'ai de livres dans ma palle. Plus de 1000. Restez sur ça, plus de 1000. Voilà. Ensuite, c'était... Je crois que c'est Aurore qui voulait que je compte absolument tout. Combien de sagas entières as-tu dans ta palle? Combien de tomes 1? Combien de machins et tout? Et ouais, j'en sais rien. Donc, n'hésitez pas à attendre le point sur les sagas que je suis censée faire dans pas trop longtemps, je crois. Ça doit faire 1 an que je l'ai fait. Le point sur les sagas. Voilà.
Je fais un point sur les sagas par an. Vous saurez à ce moment-là. Quel est ton dernier coup de cœur? Je sais pas. Peut-être Plein Ciel, mais je l'ai pas fini. C'est peut-être mon prochain coup de cœur. Vivre dans le déni de Pal, ça a du bon, on est d'accord. J'en ai rentré beaucoup dans le livre addict, mais il en manque un paquet. Je suis déjà à 120 livres, donc je mens pas aux gens quand je dis que j'en ai facile 150, bah c'est clair. Dernier coup de cœur, pas en avril c'était pas fou, en mars non plus. Bah on arrive peut-être à... Fourth Wing. Fourth Wing, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde que j'ai adoré. Belladonna. Voilà, pour les derniers coups de cœur, c'est ça. Quels sont tes auteurs préférés? Marine Kellada. Marine Kellada et Marine Kellada. Amélie Nothomb, mais pas tous. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je vais toujours les lire de toute façon. Marine Kellada, Amélie... Siècle, évidemment. Siècle Vaillant maintenant, parce que j'ai lu L'Étoile du Soir et je suis sur la fin de Plein Ciel et c'est une tuerie, donc ça va devenir une de mes autrices préférées. Puis voilà. Ophélie Duchemin, oui, mais pas au rang d'autrice préférée. J'aime bien, mais c'est pas encore au rang d'autrice préférée. Pas encore. Je vais lire Fil d'Or et je vous dirai ça. Je vous dirai ça. Si tu ne devais garder qu'un seul livre, lequel ce serait? Le prochain de Siècle Vaillant. Ou un de Marine Kellada, mais que j'ai pas lu. Je crois que tu as oublié Marine Kellada, mais je te jure. J'ai lu que 130 pages de Plein Ciel, mais j'aime trop. Mais c'est trop bien, Plein Ciel, c'est génial. C'est trop bien. Enfin, je comprends pas que je ne l'ai pas encore lu avant. Enfin, c'est ouf. C'est trop bien. Ouais, si je devais garder qu'un seul livre, ça serait ma liseuse, parce que je fais partie de la team de la triche. As-tu des rituels de lecture, des habitudes que tu changes rarement? Non. Je n'ai pas de rituel de lecture. Je lis à 2 endroits différents dans la maison la plupart du temps. Je lis soit ici en live, sur ce fauteuil devant vous, soit sur le canapé avec Victor et les chats. Il est très étonnant que je ne lise quasiment jamais dans ma bibliothèque, sur le fauteuil de ma bibliothèque. La plupart du temps, il y a un plaid et c'est tout. Ce fauteuil ne sert à rien. J'ai lu hier, là-bas, 20 minutes avec Tayo qui m'a saoulée et c'est tout. Voilà, voilà. Est-ce que tu aimerais faire des loisirs rapport au livre? Jaspage maison, non, je suis nulle en dessin, ça serait horrible. Marque-page maison, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait des marque-pages et je compte vous en proposer aussi peut-être pour les maratriches, les semaines de la triche et le choix de l'impératrice. J'ai envie de vous faire des marque-pages personnalisés, ça pourrait être drôle. Par contre, vu que tu la postes un mercredi, ne t'étonne pas si on n'attend pas le lundi suivant pour râler dans les coms. Ok. Salut Super Timmy, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc, rituel de lecture, habitude que tu changes rarement, franchement, non. Je suis pas du genre à faire mon petit thé, mettre une petite bougie et tout. Non, moi je m'assois, je prends un plaid et hop, c'est parti, on lit, tu vois. J'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. Coussin de lecture, ouais, souvent un coussin pour soutenir, mais maintenant j'ai même le bras qui soutient ma liseuse, alors c'est ok. C'est ok. Ensuite, Aurélie qui disait « Bonjour, je voudrais savoir quelles sont tes projections littéraires pour le futur. Comptes-tu relire plus d'historiques, de thrillers et de contemporains ou pas ?» Alors, il est vrai que, et ça allait avec, est-ce que tu as l'impression qu'avec le temps, tes goûts littéraires ont beaucoup évolué? Est-ce que la lecture a autant de saveur qu'avant? Ça allait avec cette question-là, je trouve. Parce que c'est vrai qu'avant, j'ai le bras et la télécommande. Moi aussi, la remote là, mais moi aussi, bien sûr. J'adore lire en marchant, chacun sa manière de lire. C'est beaucoup trop drôle, ça. Pour le coup, je trouve que mes goûts littéraires ont pas mal changé. En 2018, j'étais lectrice Charleston. 2018, donc je lisais beaucoup de contemporains, beaucoup d'historiques, etc. C'est vrai que j'en suis un peu revenue, j'en lis moins. J'en lis moins, ça veut pas dire plus du tout, j'en lis juste moins. Thriller, j'en ai jamais lu beaucoup, donc ça, j'en lis toujours les 3, 4, 5 par an maximum. Toujours. Et historique contemporain, c'est vrai que j'en lis moins. Mais là, par exemple, l'un des prochains que je veux lire, c'est... Je sais pas où il est. Ah, il est derrière. Non, il est pas derrière. Mais il est où? Le monde selon Sisoun. Bah voilà, je l'ai perdu, je le lirai pas. Ah si, il est là-bas, je l'ai rangé en fait. Désolée. J'ai rangé, mais du coup, il y a un Charleston que je veux lire là très bientôt. Je me remets à lire de la romance aussi, que je lisais plus forcément avant. Enfin, je trouve que mes goûts littéraires changent et c'est bien, ça évolue. Là en ce moment, je lis beaucoup de romantasy. Je vais relire, alors l'historique, pas trop. Un petit peu, je vais lire un peu plus de littérature asiatique. Quelques thrillers sont prévus aussi dans les prochaines semaines. Et contemporain, oui, parce que j'aime bien, j'aime toujours bien. Il y a le Grimaldi là qui va sortir ou qui est sorti, donc clairement je vais relire un peu de contemporain aussi.
Et j'ai l'impression qu'en effet mes goûts littéraires changent au fur et à mesure et c'est normal, tu peux pas lire toujours la même chose. Je pense qu'à un moment donné, si sauf Séverine qui lit toujours du thriller, mais elle lit jamais, elle lit pas, enfin de ce que j'ai compris, son évolution c'est sur le style de thriller polar qu'elle lit, tu vois, donc ça continue toujours d'évoluer même si tu restes dans un seul genre littéraire. Moi c'est vrai que, oui j'ai commandé mes 4 livres, c'est bon. Moi c'est vrai que c'est plutôt au niveau genre littéraire où ça évolue au fil des années, puis ça revient, enfin c'est cyclique en fait, je lis toujours un peu la même chose. Te mets-tu parfois la pression vis-à-vis des livres face à la multiplication des avis, la palle, etc. Oui, parce que quand t'es créatrice, on va dire, créateur de contenu professionnel, bien sûr que t'es obligé de te mettre une certaine pression parce qu'il faut pouvoir intéresser, il faut pouvoir attirer les gens, il faut pouvoir les garder aussi à un moment donné, pas qu'ils aillent ailleurs, enfin voire toujours ailleurs. Il faut pas forcément être le dernier à poster ton avis sur un truc. Ma palle est immense. J'ai pas forcément de pression avec ma palle parce qu'il y a beaucoup. J'ai acheté beaucoup de livres. Donc j'ai pas beaucoup de pression par rapport à ma palle. J'ai plus de pression parfois par rapport à mes SP. Surtout quand c'est un nouveau partenariat où j'ai envie de le faire vraiment. Enfin, leur montrer que je peux être rapide aussi. Tout en disant, bah ouais, mais il est pas rémunéré donc normalement il n'y a pas de délai. C'est un juste milieu. C'est compliqué. Coucou Anna, comment ça va? C'est pas toujours simple. Je me mets un peu la pression par rapport, parfois, en fait, pour faire mon kit média, j'ai dû me plonger dans mes statistiques, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch et tout, j'ai dû faire toutes mes pages de statistiques et ça a été un peu bizarre parce que je me suis aperçue qu'il y a des trucs, je pensais enfin, il y a des réseaux, je pensais qu'ils marchaient mieux que ça, ils marchent moins bien qu'avant. Et par exemple TikTok, je pensais que c'était dans les choux, il marche très bien, mon TikTok. Donc c'est... voilà, j'ai eu des surprises et en même temps une certaine pression en mode « Ah bah c'est con, je trouve... » Enfin, genre Instagram, ça marchait mieux l'an dernier. Là, ça marche moins bien. Et je ne sais pas trop aperçue avant de me plonger dans les statistiques. Donc t'as une certaine pression de ça, de contenu, de lire. Parce que si un créateur de contenu littéraire qui ne lit pas, ça ne crée plus. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je pense que la pression que je peux mettre, c'est par rapport à ce travail qui est devenu un travail et plus seulement une passion. Mais par rapport à la lecture en elle-même, j'essaye de ne pas me mettre trop de pression non plus. Voilà, j'essaye de faire un juste milieu, ne pas m'en foutre totalement et ne pas finir totalement angoissée par ça. Je me mets aucune pression avec ma palle. La seule chose que je vois en la regardant, c'est tous les bons moments de lecture à venir. Bah moi, j'ai appris que j'avais une librairie à la maison, je crois que c'est à partir de... Je sais plus combien de centaines de livres. En tout cas, à partir de 1000 livres, t'as une librairie. Donc j'ai une librairie chez moi. Voilà, venez dans ma librairie. Ça va super, merci Anna. On est en train de fêter l'année de partenariat aujourd'hui. Donc ça va super. Ensuite, on a bientôt fini. Quels sont les prochains salons festivals littéraires que tu vas faire? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans un salon festival? Ce qui me plaît le plus, c'est très simple, c'est retrouver les copains et rencontrer des abonnés. Le reste, je m'en fous un peu. Non, c'est pas vrai. Il y a des rencontres auteurs qui me font très plaisir, mais de moins en moins. En fait, je sais pas, moi j'aime bien lire des livres, voir l'auteur derrière, si c'est pas Siècle, c'est pas Marine Kelada et autres. Bon, en fait, moi j'aime bien rencontrer les auteurs français. J'ai déjà rencontré des auteurs anglophones. J'ai toujours été très déçue par mes rencontres avec les auteurs anglophones qui venaient, genre, je sais pas, j'avais rencontré Vi Schwab, j'avais rencontré... ah si, c'était cool, mais c'était un event fait par PKG avec un brunch et tout, l'autrice de Nevermore, Jessica Townsend. Ça, c'était trop cool parce que c'était un event autre, t'étais pas juste là pour la dédicace du livre. Donc ça, c'était cool, on avait pu papoter et tout, c'était bien. Mais quand tu vas juste à la dédicace, donc t'es en salon, tu vas à la dédicace, la plupart du temps, un auteur anglophone, bah ça parle pas beaucoup parce que la plupart du temps, les gens en France parlent pas anglais. Et du coup, elle sait qu'elle signe, merci beaucoup d'avoir lu mon livre et bonne journée. Et souvent, t'as un traducteur à côté, mais je sais pas, c'est jamais la même chose, c'est jamais la même rencontre qu'avec un auteur francophone, un auteur français, belge ou autre, francophone vraiment, avec qui t'as pu échanger sur les réseaux en amont. C'est encore différent. Donc, je dirais que ce qui me plaît le plus dans un salon festival, c'est retrouver les copains et passer un bon moment avec les amis. Là, j'ai fait pas mal de salons avec Soliste, j'ai fait des salons avec Anaïs et tout, enfin bref, tu vois, genre vraiment, c'est super cool. Et puis, rencontrer les abonnés aussi, en fait, c'est le seul moment où je vous rencontre en dehors de la caméra, donc c'est ce que je préfère le plus. Et du coup, les prochains salons festivals que je vais faire, c'est en tout cas, en octobre, je vais faire les Aliénales. En novembre, je vais faire le Salon du Livre de Wallonie. Et en décembre, je vais évidemment faire Montreuil. Voilà. Voilà. Je me verrai pas avoir moins de 400 livres dans ma palle. J'adore me planter devant et me dire qu'est-ce qui me tente, quel genre, dans quelle langue. Avec ce choix, je trouve ça génial, mais tu m'étonnes.
J'ai une librairie avec plus de 740 mangas et plus de 250 livres, mais tu sais que j'ai jamais compté mes mangas. Quand j'ai déménagé, ma famille m'a maudit. Tu as lu tous les livres de Marine Kelada? Non, je les ai pas tous lus parce que je m'en garde 3. En fait, j'ai lu la moitié. Parce que je m'en garde en lecture doudou quand ça va pas trop, tu vois. Donc pour l'instant, j'ai un top sur les 3. Le premier, c'est Doulahan. Le deuxième, c'est Faye. Et le troisième, c'est Maudit. Et après, les autres, il faut que je les lise. Un auteur que j'ai adoré rencontrer, c'est Pier Giorgio Pulici. Au Quai du Polar, il est adorable. Ah, mais ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Quand c'est une bonne rencontre avec un auteur international, c'est chouette. C'est chouette. Moi, c'est vrai que en dehors des events avec les maisons d'édition, bon, les dédicaces en elles-mêmes, t'attends 2 heures pour une signature, elle te regarde à peine, bon, tu vois, il y en a, ça va vite, quoi. Pendant longtemps, je n'avais aucun souci avec la taille de ma balle papier, mais ça a fini par changer et je me sentais oppressée, pas que par les livres d'ailleurs, par mes affaires, et j'ai fait beaucoup de tri car c'était chez moi pour rien au final. Mais là, j'ai plein de livres à débarrasser, la semaine prochaine, c'est ce que je vais faire. Sur Vinted et tout, je vais en virer plein parce que bah, ils partent pas, donc je m'en fous. Et puis, je vais aller à la recherche de boîtes à livres parce que j'ai genre 3 sacs cabas à virer, quoi. Moi, ma mère m'a sorti l'autre jour, mais pourquoi tu achètes des livres si tu en as encore à lire? Et après, elle m'a dit, tu pourrais les vendre. Bah, moi, j'en vends, certains, mais ouais, pas tous. Ensuite, ça, c'était pas Val. Oh, je sais plus qui a posé cette question. Est-ce que tu peux nous parler du 7e livre de la 3e étagère de ta 2e bibliothèque en partant de la gauche? Je l'ai fait. Et bah, en fait, c'est tombé sur un livre, mais laisse tomber. C'est tombé sur une maison d'édition qui vient de fermer. Je te jure. Quand j'ai regardé ça, je fais mais ça pouvait pas mieux tomber, elle a tellement géré. C'est tombé sur Vers de lierre de Louise Lebars, c'est tombé sur tous les noirs d'absinthe en fait. Je t'avoue, le 7e, ils sont pas très bien rangés, donc j'ai pris par là. Mais c'est tombé sur la maison d'édition Noir d'absinthe qui vient de fermer, c'est trop triste. Mais voilà, c'est une maison d'édition qui me plaisait beaucoup. Et ça a été l'une de mes meilleures rencontres en salon, c'était Louise. Louise Lebars qui a écrit Vers de lierre, qui est d'une poésie incroyable, qui a une plume incroyable, et qui est d'une gentillesse. Quand elle m'avait vue, c'était au salon du Fantastique, elle était sortie du stand, j'avais eu le droit à mon câlin et tout, enfin voilà, avec une dédicace, avec du lierre, enfin c'était... Voilà. Coucou Ninizette, comment ça va? Et vraiment, en fait, quand c'est tombé sur le bout noir d'absinthe, j'étais en mode mais... What? Enfin, elle a trop bien géré, malheureusement c'est une maison d'édition qui vient de fermer. Et c'est triste parce que c'était une super maison d'édition très chouette qui proposait des ouvrages tellement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense que ça l'était peut-être trop, du coup ça a eu du mal à trouver son public, mais voilà, Vers de lierre restera pour toujours dans mon cœur. Toujours. Je m'en séparerai pas, c'est sûr. Enfin, pas pour l'instant. J'avoue, tous les rencontres d'auteurs que j'ai fait en librairie, principalement aux USA, c'est génial, mais je pense qu'en librairie, c'est plus simple pour partager qu'en salon où il y a de la foule. Moi, j'aime bien les rencontres où tu sais, t'as un moment discussion. Genre dans les librairies, souvent t'as un moment discussion avec les libraires. Et après, t'as le moment dédicace. Mais du coup, tu te sens assez... je sais pas... t'as l'impression d'avoir échangé avec l'auteur alors que c'était le moment de discussion avant. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai lu grâce à toi, celui-ci. D'ailleurs, l'autrice a vu ma chronique et on a commencé à en parler en se croisant aux toilettes aux IMA. On a fini la conf sur le stand, mais cette rencontre m'a marqué. Mais elle est géniale. Elle est géniale. Donc voilà. Et ensuite, lis-tu en e-book? Oui, parce que j'ai eu des gros problèmes d'articulation, j'ai des gros problèmes de poignet. Donc par exemple, Le Plein Ciel, bah, je l'ai lu, alors soit sur mon coussin de lecture ici, vous l'avez vu, soit je ne peux pas le tenir comme ça sans avoir mal au poignet au bout de 5 minutes. Donc je le lis aussi sur liseuse. Quand c'est un gros livre, et surtout un relié, j'y viendrai dans la vidéo sur les reliés, je le lis majoritairement en numérique quand même parce que j'ai des problèmes d'articulation tout simplement. Écoutes-tu des livres audio? Oui. D'ailleurs, en faisant des coloriages, j'aime beaucoup. Hier, en allant chez mes parents, je me suis mis Glow aussi dans les oreilles, c'était chouette. Donc si, je lis toujours des livres audio, juste moins qu'avant. Et du coup, les livres audio, pour revenir à ça, j'en lisais bien plus quand j'avais 45 minutes de route pour aller travailler. Là, c'est vrai que j'ai ralenti un peu, mais maintenant, je l'ai mis, par exemple, j'ai écouté Glow en tondant la pelouse. Ça m'était jamais arrivé, j'y avais jamais pensé. J'ai écouté Glow en faisant le ménage et tout, enfin voilà, j'écoute de plus en plus de livres audio à la maison, chose que je faisais jamais parce que j'écoutais dans la voiture. Voilà, que penses-tu de ces supports par rapport à tes goûts? J'entends pratique, concentration plus difficile. Alors sur l'e-book, le confort de lecture est cool parce que maintenant j'ai un bras qui prend ma liseuse et j'ai une petite télécommande pour passer les pages, donc vraiment je peux rester sous le plaid comme ça tranquille et ne plus bouger. Ça c'est cool, mais pour le côté création de contenu, un e-book ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand tu fais un montage même avec l'e-book ou que tu montes ta liseuse, les gens sont pas réceptifs. Quand tu montres le livre papier, t'as bien plus de likes et je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça, les gens veulent voir le livre papier. Donc dans tous les cas, j'essaye d'avoir le livre papier quand même. Et au niveau livre audio, c'est
compliqué de faire une chronique Insta sur un livre audio. Pareil. Pareil. Ouais, Sandy, c'était toi, ouais, tout à fait. Moi, je prends les deux car je suis dyslexique, donc ça m'aide beaucoup pour la concentration, je comprends. Après, livre audio, j'ai pas l'impression de devoir focaliser mon attention dessus. Je trouve que, étant donné que c'est dans mes oreilles, ça va. Ça va, moi j'aime bien. As-tu déjà conseillé quelqu'un dans un rayon de livres? J'ai tellement eu cette envie à Intermarché et à Cultura, mais je n'ai pas osé. J'avais envie de lancer la conversation. Que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Moi, j'ai adoré celui-ci dans ce genre-là, dans un rayon de livres. En fait, je l'ai fait en salon, par exemple. Devant des stands d'autrices que j'aimais en mode ah celui-là il est trop bien et tout, faut vous l'essayer machin. Non, tout ce que j'ai dit c'est prenez pas. En fait c'était un rayon au rayon colo Disney Mystère et j'ai dit à une maman qui était en train de regarder avec sa fille pour les livres de colo et j'étais en mode prenez pas celui-là, il est plein de défauts pour le tome 11 mais c'est tout. C'est tout. Je prends aussi les deux car souvent le traduit en papier et l'e-book en anglais. Ouais, je comprends. Le travail éditorial me plaît. Et dernière question de cette foire aux questions, lis-tu en anglais ou autre langue ou uniquement en français? Je lis aussi en anglais, mais moins, parce que ça prend plus de temps. Mais je lis aussi en anglais. Là, j'arrive pas à continuer mon livre en anglais, je pense que je vais l'arrêter, c'est What the River Knows. Je l'ai commencé, ça m'intéresse moyen. Il y a peut-être The Crimson Moth qui me plaît, c'est Heartless Hunter qui a des bons avis dans l'espère que j'aime, c'est-à-dire la romantasy, donc je vais peut-être lire ça plutôt à la place. Mais oui, je lis en anglais. Du coup, voilà pour cette foire aux questions. Merci beaucoup déjà pour toutes vos questions. Comme vous avez vu, il y en avait plein. Ça a duré je sais pas combien de temps. Donc merci à ceux qui ont répondu sur Discord, sur Instagram, sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on va continuer le live avec de la lecture. Là, normalement, il est bientôt midi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.